Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de réglementation sectorielle, ou plus précisément, nous allons essayer de faire une approche sur les différents secteurs que va toucher la blockchain et qui seront dans l'obligation de se mettre à jour du point de vue de la réglementation. Si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je m'appelle Joro Christian. Je suis juriste, consultant et coach juridique en blockchain et contrat intelligent. Alors, pour être plus exact dans notre étude, nous allons nous focaliser sur une étude sur la blockchain qui a été menée pour le Parlement de l'Union européenne par différents experts et qui traite de la législation sectorielle au sein du marché unique de l'Union européenne. Alors, d'entrée de jeu, il va être très difficile de pouvoir s'étendre sur tous les domaines que constitue la législation sectorielle. On ne pourra pas s'étendre par exemple sur la régulation de la concurrence, on ne pourra pas s'étendre sur le RGPD, on ne pourra pas s'étendre sur la libre circulation de la donnée, etc. Mais dans un avenir proche, on pourrait justement faire une petite étude de chaque secteur ou d'un certain nombre de secteurs qui pourraient vous intéresser ou qui vous intéresseraient pour voir ce que pourrait être la législation dans cette nouvelle décennie. Donc, d'entrée de jeu, nous savons que n'importe quel secteur peut devenir pertinent une fois simplement qu'il y a une application qui a été introduite pour remplacer un certain nombre d'intermédiaires. Donc, en réalité, comme je vous le disais dans un certain nombre de mes vidéos, la désintermédiation va obliger les législateurs à redéfinir les règles du jeu de nombreux secteurs. Il y a cependant quelques secteurs qui sont très touchés et immédiats. Ça va être le secteur de la propriété intellectuelle, le secteur des secrets commerciaux ou encore le secteur de la certification, notamment qu'elle soit notariale ou avocate, etc., etc. Bon, commençons par le RGPD, très rapidement. J'ai récemment fait une vidéo dans laquelle je soulignais le fait que, d'une façon générale, il était très difficile d'appliquer le RGPD à une technologie décentralisée comme la blockchain, surtout s'il s'agit de blockchain publique. Et donc, nous allons tout le temps voir une tension palpante entre, d'une part, la blockchain publique et le RGPD. D'ailleurs, pour être un peu plus dramatique en la matière, il ne s'agira même plus de parler simplement de blockchain publique, mais également de blockchain privée dans la mesure où, par exemple, une banque internationale comme la Société Générale, qui est présente dans de nombreux États, aura des difficultés à pouvoir utiliser une technologie de registre décentralisée sans violer une ou deux règles, que ce soit sur la protection des données privées ou que ce soit sur leur stockage dans des serveurs décentralisés. Les exigences de localisation de données, d'une part, et les règles de conservation de données, d'autre part, sont une matière à réflexion importante quand il s'agit de le faire sur une blockchain. Et comme nous sommes désormais dans une société de la connaissance, il apparaît plus que nécessaire pour l'UE, mais pas que, on pourrait également parler pour l'UA, donc l'Union africaine, de pouvoir définir des règles qui permettent une facilitation de la circulation de la donnée au sein de ces entités supranationales. Lorsque nous prenons par exemple la notion de localisation des données au sein d'une blockchain, eh bien, il serait très difficile aujourd'hui de demander à un acteur privé, supposons Compound ou encore MakerDAO, ou tout simplement une entreprise qui utilise spécifiquement la blockchain Ethereum, de respecter les règles de stockage des données au sein de l'Union européenne. Je vous rappelle que chaque serveur, chaque nœud présent sur la blockchain Ethereum a en lui la totalité des données contenues dans une blockchain, surtout s'il s'agit de ce qu'on appelle un full node. Donc, dans les jours, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, je ferai une vidéo assez explicite sur le nouveau règlement de la libre circulation des données, notamment au sein de l'UE, mais également leur circulation en dehors de l'UE,
sachant que c'est un nouveau règlement qui vise à donner non personnelles. Un autre moment important, c'est la nécessité de respecter les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, ou tout simplement, il y a une règle qui dit que l'entité privée qui a eu une relation avec un client est dans l'obligation de conserver pendant au moins une durée de 5 ans les données de son client après la fin de leur contrat. Nous avons deux moments ici. Le premier moment, c'est que il y a un aspect positif parce que les données sur une blockchain sont immuables. La contrepartie, c'est que il sera très difficile, voire impossible, de pouvoir demander au bout de 5 ans à un acteur du secteur privé, par exemple à une banque, d'effacer des données de transactions, entre autres, sur une blockchain. Et ce, je pense bien, qu'elle soit privée ou publique. Parlons d'un autre point, le fameux KYC, Know Your Customer. Traduit, connais ton client. C'est une des règles de base que doivent respecter toutes les institutions financières en ce qui concerne leur relation avec la clientèle. En d'autres mots, il faut que l'institution financière récolte des données privées, donc les données d'identification de la personne, son lieu de vie, etc. et qu'elle les conserve au cas où, l'un ou l'autre jour, une demande est faite par un régulateur pour vérifier, par exemple, les transactions ou alors pour les besoins d'une enquête au sujet d'un client, d'une entreprise, etc. Le KYC est notamment très important dans la lutte contre le blanchiment d'argent et de capitaux. Donc il est important de comprendre qu'à chaque fois qu'un nouveau client apparaît, par exemple lorsque je suis allé pour la première fois m'inscrire ou ouvrir un compte à ma banque, j'ai dû présenter toutes les informations que la banque jugeait pertinentes, donc toutes les informations privées, afin de pouvoir créer une relation entre la banque et moi. Cette vérification commence par l'envoi de documents originaux que l'institution financière doit vérifier, comparer avec les données que les autorités de l'identification possèdent, vérifier ensuite mes antécédents, et une fois que toute cette procédure est achevée, je peux commencer une relation avec cette institution financière. J'ai quand même noté ce léger doublon où, par exemple, ayant changé de région, lorsque je suis allé dans une filiale de la même banque, j'ai dû repasser la même vérification complète au moins 2 fois. Ce qui est à la fois une perte d'argent, mais également de temps, non seulement pour moi en tant que client, mais également pour l'institution financière, donc la banque. Et donc en réalité, on se rend compte que le processus de vérification d'identité ou KYC est un processus lourd dans la mesure où on est obligé de dépenser énormément en paperasse, ça c'est un. Ensuite, dans la mobilisation de la ressource humaine, donc des agents, des conseillers bancaires qui doivent vérifier et revérifier l'identité. Et enfin, le temps pris pour cette vérification. L'étude sur laquelle je me base m'a permis d'avoir un exemple de recherche qui a été faite par Thomson Reuters en 2017 sur l'impact des changements mondiaux de la réglementation KYC. Et cette étude révèle qu'en moyenne, il faut 32 jours pour vérifier un contrôle KYC. Et donc, pour être plus efficient, plus efficace, les institutions financières n'ont d'autre choix que de, par exemple, embaucher de nouvelles personnes, ce qui est, entre autres, une bonne chose pour l'emploi. Dans le cas de cette étude, on dénombre plus de 300 nouveaux employés pour faire face, en fait, à ces nouvelles réglementations. Quelques conséquences directes concernant le KYC. La première des conséquences, c'est que si une entreprise financière, une institution financière n'a pas les moyens, ou du moins n'a pas le personnel nécessaire pour faire ce processus de vérification KYC, il y a beaucoup de chances qu'elle se fasse condamner à une amende jusqu'à ce qu'elle se mette à jour. Ça, c'est le premier point, la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que par exemple, il soit interdit à des institutions financières de faire affaire, de faire business avec d'autres institutions privées qui n'ont pas passé ou bien
qui n'ont pas encore le procédé KYC. Et donc, ça fait une perte parfois colossale d'argent. Et si les deux institutions décident quand même de faire la transaction, le business, eh bien, on va remarquer qu'il y a un retard important, ce qui peut être fatal dans un monde d'affaires où, entre autres, la vitesse est nécessaire pour conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients.